Louis Graveron, bienvenue derrière ce micro. Bonjour Monsieur Navarre. Alors je rappelle que vous êtes content de vous voir régulièrement. Eh bien écoutez, c'est un plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes le président de la CLCV de Saint-Malo. Aujourd'hui, vous nous parlez des différents contrats pour construire. D'accord. Alors d'abord, construire, c'est un terme très générique. Absolument. Ça comprend quoi? Donc en fait, construire, ça peut être faire des petits travaux chez soi, comme des peintures, des revêtements de sol, des choses comme ça. Créer une extension de sa maison, construire sa maison et de quelle manière, et puis acheter un bien en l'état de futur d'achèvement. Alors nous allons étudier chacun de ces cas, car tout propriétaire y est confronté, ou le sera un jour ou l'autre. Alors on peut répartir ça en 4 cas. Les petits travaux, c'est en général le cas le plus simple. Faire des travaux sous la houlette d'un maître d'œuvre. Prendre un contrat de construction de maison individuelle pour construire sa maison, ou alors acheter un appartement ou une maison en VFA, ce qu'on appelle vente en l'état futur d'achèvement. Alors on va commencer par effectivement ces petits travaux qui sont en général commandés, vous l'avez dit, par un propriétaire, un copropriétaire, voire un locataire. Bref, en conséquence, cela concerne à peu près tout le monde, on peut dire, Louis Graveron. Oui. Les petits travaux. Le propriétaire le fait régulièrement, le copropriétaire ou le syndic de copropriétaire de propriété le fait, et un locataire, quand il entretient son bien, il fait souvent intervenir un peintre ou des gens comme ça. Alors en quoi ça consiste? C'est les peintures, les papiers peints, les revêtements de sol, le remplacement d'une baignoire par une douche, un aménagement de cuisine ou salle de bain. Puis cette liste n'est pas limitative. Bien sûr. Alors comment ça se traite? En général, il convient de faire plusieurs devis. Quand on connaît très bien les entreprises, quand on connaît très bien leurs conditions financières, on peut se permettre d'en faire qu'un, ou alors c'est parce que c'est effectivement cette entreprise-là qu'on veut et pas une autre. Alors, le devis, pour juger d'un devis, il y a 2 critères. Généralement, on regarde le chiffre qui est en bas à droite. Ça, c'est la très mauvaise solution. Ce qu'il faut faire... C'est-à-dire le prix, quoi, en fait. On regarde le prix, puis c'est tout. On s'arrête là, et puis on prend le plus bas, on signe. Erreur fondamentale. Et vous allez nous dire pourquoi. Voilà. Donc, chaque devis est libellé différemment. Donc, il faut regarder quelles sont les prestations qui sont portées au devis. Et quand on a fait son choix, ou alors on pose des questions, c'est simplement à ce moment-là qu'on regarde en deuxième le coût des travaux. Et globalement, à ce moment-là, on peut se faire une idée pour dire je prends celui-là plutôt que celui-là. Les devis diffèrent comment, généralement, en fonction des artisans? Alors, il y en a qui vous mettent un chiffre global, il y en a qui vous mettent menuiserie, temps, il y en a qui vous détaillent tout. On peut demander ça, justement, que le devis soit plus détaillé? On peut demander que le devis soit plus détaillé. Mais une fois qu'il est signé, on ne peut plus revenir en arrière. C'est pourquoi je pose la question en amont. Je prends l'exemple, souvent, il y a marqué couvertine à faire sur un mur, total temps. Alors, elle fait 7 mètres ou elle fait 10 mètres, on fait la totalité. On peut aussi mettre couvertine 7 mètres linéaire. Bon, quand on arrive, on fait les 7 mètres, on mesure, il y a 7 mètres, c'est bon, on paye. Il y en a 10, l'entrepreneur va réclamer les 3 mètres, au contrat, c'est 7. S'il voulait faire si les 3 mètres qui manquent doivent être faits, il doit faire un devis complémentaire dès que ça dépasse la somme de 100 €. Donc, c'est les 7 mètres qui sont dus. Même s'il en a fait 10, on n'en paye que 7. Sauf s'il y a un devis complémentaire. Alors, le prix des matériaux, généralement, il diffère? Parce qu'il peut s'abriter derrière ça, l'entrepreneur, l'artisan, en disant il y a le contexte, il y a l'évolution du prix des matériaux. Alors, par exemple, on peut trouver de l'ardoise. Suivant la qualité d'ardoise qu'on a, on n'aura pas le même prix. On peut avoir de l'ardoise fibre ciment sans amiante et on peut avoir de l'ardoise naturelle. S'il y a marqué ardoise, il faut se poser des questions. Dans les ardoises naturelles, on a plusieurs qualités d'ardoise. Il faut pas hésiter à poser des questions. Et si on ne sait pas, c'est pas dramatique. On va voir l'entrepreneur en lui disant expliquez-moi pourquoi. Et puis si on ne sait pas, on va voir la CLCV pour donner un éclairage. Donc il faut bien prendre le temps de lire le devis. Voilà. On est bien d'accord. Voilà. Ouais. Et après ça, quand on a toutes les billes, on choisit. Ouais. Et après ça, on signe le devis. Et après ça, le contrat, il est révocable.
Oui, donc la signature, elle engage, Voilà. en fait. Et s'il y a marqué ardoise, eh ben, il met de l'ardoise. Maintenant, on peut être On loré ne peut sur pas la se retourner contre l'artisan en disant Non, une fois que c'est il signé. vous dira au devis, On est bien j'ai d'accord. mis de l'ardoise, Ouais. quelle que soit la qualité, bonne ou pas bonne. Et on n'aura rien pour réclamer. Ok. Donc, un devis signé est un contrat entre une entreprise et un maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage, c'est le client et l'entreprise est La partie opérationnelle sera faite par par l'entrepreneur. Voilà. Voilà. Alors, seuls les éléments figurant dans le devis sont contractuels. Mhm. Hein. Et c'est là où c'est pour ça qu'il faut poser plein de questions avant. Ce qui n'est pas porté au devis, même si c'est évident pour le maître d'ouvrage, n'est pas contractuel et n'est donc pas dû par l'entreprise. Je prends un exemple. Un devis de ravalement de mur. On ravale la façade. Mais après ça, on vient réclamer les souches de cheminée. Mais les souches de cheminée, je suis désolé, elles ne figurent pas au devis. Donc elles ne sont pas dues. C'est pour ça qu'il faut toujours, on revient toujours à la même chose, poser des questions. Est-ce qu'il arrive que des artisans soient généreux en la matière? Je m'entends, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'ils voient que finalement, il vaut mieux rajouter quelque chose et qu'il le prend pour lui si c'est pas cher, par exemple. Là, je pose une question un peu naïve, mais vous voyez où je veux en venir. Oui. Alors, ça peut exister quand un client a l'habitude de faire travailler une entreprise déterminée et qu'elle revient toujours sur le chantier. C'est un renvoi d'ascenseur. C'est du bon sens. Voilà, c'est un renvoi d'ascenseur. Vous me faites confiance. Moi, ça, c'est à faire. Je vous l'ai pas compté. Voilà. Mais c'est bien en bonne intelligence, quoi. Voilà. C'est ça. Mais c'est bien de le porter quand même sur la facture. Oui. Parce que si jamais il y a un désordre sur les travaux, on dira, mais ça figure nulle part au devis, donc c'est vous, monsieur, qui l'avez bricolé tout seul. Il vaut mieux, dans la facture, porter les travaux complémentaires qui ont été faits gracieusement. Généralement, les artisans aiment bien le travail bien fait. Ils travaillent honnêtement, la plupart des artisans, on peut le dire. Beaucoup d'entreprises, on va pas dire tous, malheureusement, beaucoup d'entreprises travaillent bien. On ne voit... Mais ceux qui durent, ce sont ceux qui sont intègres, généralement. C'est-à-dire qui... En général, oui. Oui. Vous avez parlé de la notion de confiance tout à l'heure. Quand on choisit un artisan, quand on dit, tiens... quand on connaît quelqu'un qui a fait faire des travaux chez lui, par qui t'es passé, et en fait... La parole circule, quoi, généralement. Voilà, les réputations se font... Le bouche à oreille fonctionne bien. Je me souviens d'une réflexion que m'avait faite un jour un présentateur pour la société Tecnal qui vend des menuiseries, qui vend des fils. Il avait dit dans sa conférence, la personne la plus importante, c'est la secrétaire. C'est une image. C'est elle qui a le premier contact avec le client. Ça passe ou ça passe pas. Ensuite, quand quelqu'un est mécontent, il le dit 10 fois. Quand quelqu'un est content, il le dit 4 fois. C'est-à-dire, chaque fois qu'on fait une erreur, il faut engranger derrière au moins 10 appels de gens qui disent « je suis satisfait ». Voilà, donc la publicité de certaines entreprises se fait le bouche à oreille. Ça coûte pas cher. Mais ça peut rapporter gros, voilà, entre guillemets. En tous les cas, on va y revenir avec vous, Louis Graverand, dans cette chronique, mais on s'aperçoit que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et en l'occurrence, c'est important que tout soit bien écrit pour que ce soit certifié. Vous demandez sur un devis une couvertine, elle est faite, donc c'est le chapeau d'une maçonnerie. L'entrepreneur vous dit je vais vous faire les 10 mètres alors qu'il y en a 7 au devis. Il en fait 7. Vous dit mais vous m'aviez dit que vous en feriez 10. Monsieur, au contrat, il y a marqué 7, j'en ai fait 7. Voilà. Donc sur un devis, il est important de faire mentionner la durée des travaux et la date présumée de début. Parce qu'autrement, on a des entreprises qui viennent 1-2 ans après. Qui ont plusieurs chantiers, en fait. Qui ont plusieurs chantiers, qui vous disent celui-là, il attendra, c'est une bonne poire. Et puis, la durée du chantier... Qu'est-ce qui se passe sinon? Il y a des pénalités? Comment ça se passe Ça dépend. Si c'est pas marqué au devis, il n'y a pas de pénalité. Quand c'est marqué au devis, ou que le devis a été transformé en marché, on va le voir après, là, on peut demander des pénalités. D'accord. Voilà.
Et donc, Il y a toujours cette notion de confiance, Louis Graverand, on y est revenu. Oui. On y revient parce qu'avant le début des travaux, il faut s'assurer que l'entreprise est répertoriée professionnellement. Alors, ça fait un peu bon sens de le dire. Néanmoins, vu le nombre d'arnaques et de démarchages qu'il peut y avoir... Pour se prémunir des arnaques, il y a 2 choses à vérifier. Légalement, c'est porté sur les devis. On doit trouver le numéro SIRET et on doit trouver en dessous les références de l'attestation d'assurance. Alors pourquoi j'insiste sur le numéro SIRET ? Parce qu'on voit, quand on examine un litige, on s'aperçoit que pour faire des travaux de couverture, on interroge le SIRET dans l'entreprise et on s'aperçoit qu'ils vendent des fruits et des légumes sur le marché. Ça paraît ahurissant, mais je le dis parce que je l'ai vu. Ça existe. Ça existe. Les bonnes entreprises sont répertoriées, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ensuite, il faut réclamer l'attestation d'assurance. Parce que vous trouvez toujours pareil, des gens qui sont assurés en menuiserie et qui font des travaux de couverture. Et quand il y a un litige sur la couverture, on demande la police d'assurance et l'assureur dit « Mais monsieur, c'est des travaux de couverture, il est assuré en menuiserie, donc je ne garantis pas. » Et vous vous retrouvez gros gens comme devant. Oui. Voilà. Et on peut réclamer l'attestation d'assurance, justement ? Bien sûr. Ouais. D'accord. Bien sûr. C'est notamment intéressant dans les démarchages à domicile, parce que c'est là qu'on trouve les arnaques. Absolument. Essentiellement. Pas toujours, mais essentiellement. Les gens qui passent, je vous démousse votre couverture pour 1 € du mètre carré, et puis on s'aperçoit qu'ils sont forains. Et donc derrière, il n'y a aucune garantie, quoi qu'il arrive. Il faut faire attention. Alors, Louis Graverand, des travaux plus importants maintenant, sous la houlette d'un maître d'œuvre, c'est le contrat de maîtrise d'œuvre, précisément. Alors, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'un maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'un maître d'œuvre. Oui, il y a une chronologie, il y a une hiérarchie dans tout ça. Le maître d'ouvrage, c'est le client. C'est lui qui passe commande. Le maître d'œuvre, c'est celui qui est chargé d'organiser la réalisation de la prestation. Vraiment la partie sur le terrain, opérationnelle, quoi, en fait. Voilà, c'est lui qui dirige les travaux. Et les différentes corporations, corps de et métier. Et ce qu'on appelle les locateurs d'ouvrage, pas locataires, locateurs d'ouvrage, ce sont les entreprises. Donc c'est les 3 termes qu'on risque de voir apparaître régulièrement. Ok. Alors, on peut, pour faire des travaux de plus grande importance, construire sa maison, par exemple, étendre sa maison ou autre chose, prendre un maître d'œuvre ou un architecte. Entre parenthèses, petite question, Louis Graverand. Quand ce genre de travaux, on pense à les faire, est-ce qu'il faut contacter la commune où on est Comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut afficher tout ça Ça fait partie du rôle du maître d'œuvre de faire les plans, faire le descriptif, de faire la demande de déclaration de travaux ou de permis de construire. C'est à lui de s'en occuper. Okay. Le maître d'œuvre demandera au client de signer la demande, mais c'est à lui de la faire. Et après ça, on négocie qu'est-ce qu'il envoie. Est-ce que c'est le maître d'œuvre ou est-ce que c'est le client ? Je pose la question, par exemple, dans les villes patrimoniales où il y a l'architecture, l'urbanisme qui sont bien définis par rapport à des cahiers des charges, bien sûr, mais en termes de droit, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Non, c'est pour ça que le maître d'œuvre doit déposer la demande de permis de construire. C'est à lui que ça vient. Alors, cette responsabilité. On en a parlé une des dernières fois, ça passe soit par l'architecte des bâtiments, enfin, légalement, c'est la commune et c'est elle qui dit vous avez un délai supplémentaire compte tenu de... Alors, il faudra un contrat de maîtrise d'œuvre, de façon à ce que rien de verbal et que tout soit écrit. Dans ce contrat, on trouve le montant de l'opération, combien ça coûte, quels sont les travaux qui restent à la charge du propriétaire, parce que le maître d'ouvrage peut se réserver le choix de dire « je fais les peintures de mon appartement, de ma maison ». Le montant et la répartition dans le temps des honoraires de maître d'œuvre, la révision ou non du contrat, est-ce qu'il est à prix ferme et définitif ou est-ce qu'il est révisable suivant tel modèle ? La date de début de travaux et la durée de ceux-ci. Alors ça, c'est important. En général, la date de début de travaux, elle doit avoir lieu dans les 2 mois qui suivent l'obtention du permis de construire. Il ne faut pas laisser traîner les choses, quoi. Normalement, c'est dans les 2 mois. Et puis, et la durée des travaux. Alors pourquoi... Quand il y a une pandémie, Louis Graverand, comment ça se passe ? Comme ça s'est passé en 2020-2021 ? Là, il y a les clauses, il faut tomber dans des clauses exonératoires, mais elles sont très, très codifiées. Ce n'est pas le cas en général. Ok.
Et puis, il faut aussi définir à qui appartient la souscription de la police dommage-ouvrage. Normalement, c'est le maître d'ouvrage qui l'a souscrit, donc c'est le client. Mais dans les contrats de maître d'œuvre, le maître d'œuvre peut proposer au client de souscrire lui-même la police d'assurance dommage-ouvrage. C'est intéressant pour le client parce que pour une maison individuelle, une dommage-ouvrage, c'est aux alentours de 5 000 €. Quand on passe par un maître d'œuvre qui construit pas mal de maisons, il peut obtenir un prix compétitif qui peut être aux alentours de 3 000 € par exemple. Donc il y a un gain potentiel. On a intérêt à faire en sorte. La loi Spinetta, Louis Graveran, qu'est-ce qu'elle dit ? La loi Spinetta, c'est la loi du 4 janvier 1978. C'est le Code civil, les articles 1792 1 à 6. C'est précis. Qui définit les obligations du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, et qui définit exactement toutes les garanties et ce qu'on trouve dans les garanties dommage-ouvrage. Alors la garantie dommage-ouvrage, on en reparlera éventuellement tout à l'heure, c'est une garantie de préfinancement. Et donc, on n'a pas, le jour où on a un sinistre, on fait la déclaration de sinistre à la dommage-ouvrage et on n'a pas à s'occuper de savoir qui est responsable. Okay. Si l'assureur dommage-ouvrage décide de financer, on touche son argent légalement dans les 90 jours. On peut avoir des dérives, légalement au bout de 3 mois. Et puis, on a l'argent pour faire les travaux. Quand il n'y a pas de dommage-ouvrage, eh ben, le maçon et le couvreur se renvoient la balle, ou le menuisier, et puis ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Donc c'est une garantie. Ça coûte un peu cher, mais c'est une garantie de préfinancement qui fonctionne. Ok. Alors, il y a 2 points où il faut faire attention. C'est le descriptif des travaux portés au contrat. Alors, en général, c'est sommaire, ça tient en une ou deux pages. Et c'est là où il faut poser des questions. Quelle est l'ardoise que vous mettez Vous mettez menuiserie isolante, mais quel type Pourquoi faire Qu'est-ce que vous mettez comme peinture, si on prend la peinture? Est-ce qu'on a une peinture extérieure? Elle est garantie combien de temps? Et le client a droit d'avoir cette information. Ah ben, il faut la demander, et il faut la demander par écrit pour avoir une réponse écrite. Parce qu'à ce moment-là, les paroles s'envolent, les écrits restent, c'est toujours la même chose. Bien sûr. Et en cas de litige, on ressort les documents. Et puis il faut les dates de réunion de chantier. Ça, c'est impératif. C'est toujours marqué dans les contrats de maîtrise d'œuvre. Ça donne les jalons, les étapes. Ça permet au maître d'ouvrage de suivre tous les 15 jours le suivi des travaux en allant sur place, en discutant avec le maître d'œuvre. Bien souvent, il passe sur le chantier quand il a le temps, il prévient personne, et puis il ne fait pas de compte-rendu. Et quand on a un problème, après ça, où sont les comptes-rendus de chantier? Bon, alors, de ce fait-là, on peut se retourner contre le maître d'œuvre, mais ça, c'est une tare de la majorité des maîtres d'œuvre. Alors, le coût, il y a souvent, on cerne, à partir du moment où on a défini un budget, on a un projet du maître d'œuvre qui vous dit, voilà, donc on admet une dérive de 10% à ce moment-là, et quand on a les devis, on doit les réajuster en supprimant ou en rajoutant, modifiant des qualités, pour rester dans une variante de 5% à peu près. Voilà. Ça permet au maître d'ouvrage de voir où il en est dans son budget. Donc, le maître d'œuvre doit prendre chaque devis des locataires d'ouvrage, donc des entreprises, pour les transformer en marché. Et dans ce marché, on va trouver le devis, on va trouver la durée des travaux, la date présumée des travaux, on va trouver les variations fixes ou indexation des travaux. Et puis, on va trouver le fait que ça s'applique à toutes les normes et DTU existantes, documents techniques uniques, de telle manière que si, j'allais dire n'importe quoi, vous posez un Velux qui est à 3 mètres de haut, vous ne pouvez pas l'atteindre, la canne pour l'ouvrir fait partie inévitablement, alors que dans un devis, on vous dira, je vous ai fourni le devis, la canne n'est pas chiffrée. Voilà.
On va devoir s'arrêter. Le temps est Oui. implacable. Eh ben, le reste, Louis on le verra Grévrand, on le verra dans exactement, 15 dans 15 jours. Voilà. Donc, dans 15 jours. Merci beaucoup, le Grévrand, président très de la bientôt. CLCV de Saint-Malo, pour toutes ces indications. On se retrouve pour le prochain 11-12 demain. Donc, lundi, excusez-moi. Pour moi, ce sera lundi. À très bientôt. Au revoir à tous. La À très radio bientôt. chrétienne de la Côte d'Émeraude,